Retour au débat de France 24. On revient donc sur ces nuits difficiles dans plusieurs villes de banlieue française. On en parle avec ici même Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, une ville qui a connu aussi des violences, cette fois à l'encontre des policiers. C'était au mois d'octobre dernier. 4 policiers victimes de jets de cocktail Molotov. 2 ont été grièvement blessés et l'un est encore en rééducation à l'heure qu'il est. Louis Georgetin, vous êtes président du CRAN, le comité représentatif des associations noires de France. Alexandre Langlois, secrétaire général de la fédération CGT Police. Et enfin Jérémy Gauthier, enseignant-chercheur en sociologie à l'IRIS EHESS et au centre Marc Bloch de Berlin. On parlait juste avant la pause de ces interpellations et ces contrôles d'identité plus particulièrement qui visent plus souvent certaines populations que d'autres. Ce sont les chiffres même du défenseur des droits qui l'attestent. 80% des jeunes hommes perçus comme noirs ou maghrébins rapportent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années. Est-ce une fatalité? Sinon, comment l'éviter? Ou est-ce nécessaire? Nos invités voulaient réagir à l'instant. Peut-être d'abord un mot de Jean-Marie Villain sur cette question. Je pense qu'effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, le simple fait de la ghettoisation et des problèmes qu'on retrouve dans certains quartiers font que de fait, ces personnes sont plus généralement, c'est eux qui subissent le plus ces habitations qui sont depuis largement dépassées, puisque c'est des endroits où il y a le service public disparaît, les commerces disparaissent. Nous, on essaye autant que faire se peut, de permettre à notre police municipale d'essayer de renouer ce lien, parce qu'en fait, les problèmes, quand on parle de problèmes jeunes, police, très souvent, c'est justement parce que ce lien a disparu. On n'a plus ces contacts au quotidien qui permettent justement d'échanger, de se connaître, de connaître les familles, et qui à terme, justement, arrive à amener des situations conflictuelles. C'est pour cette raison, en fait, que bien souvent, les contrôles se passent essentiellement dans ces quartiers. Est-ce que ce n'est pas justement le résultat de cela? On va revoir. Nicolas Sarkozy, il était à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était en 2003. Et on attend. Alors on me prévient. On m'avait dit qu'on l'avait, mais on l'a pas encore. Alors on va l'attendre et on va réentendre Nicolas Sarkozy. C'était lors de son déplacement à Toulouse. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Il rencontrait une équipe de policiers. Ça a sans doute marqué d'ailleurs la fin de la police de proximité. Écoutez. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Voilà, et pour les invités en plateau qui n'ont pas entendu, il disait organiser un match de rugby pour les jeunes, c'est bien, mais ce n'est pas la mission de la police. Alexandre Langlois, on a depuis ce moment-là, d'après vous, raté un virage? On l'a fait que l'amplifier, parce que la police de proximité est une appellation politique, mais ça devrait être le travail au quotidien des policiers. Oui, enfin, alors, c'était pas non plus un phénomène très ancien, ça datait de Lionel Jospin. On est d'accord. Donc c'est en gros 1997-1998, quoi, et jusqu'à 2002. Mais n'empêche que ça devrait être le travail des policiers tous les jours, d'être au contact de la population et de connaître le quartier où ils travaillent, et d'aller, tout bêtement, faire un match de rugby. On a tous connu des îlotiers, quand même. Voilà, et du coup, ça a été retiré. Donc, je pense que c'était une grave erreur, doublée de la politique du chiffre, qui était, du coup, on est passé d'une police qui faisait que de la prévention, parce que sous la politique de M. Jospin, il n'y avait pas forcément répression et sanctions, à quelque chose qui est passé au tout répressif, avec du saut de dessus, tout aussi contre-productif. S'il n'y a pas de dialogue, après, les gens ne se comprennent plus et les interpellations vont forcément déraper. Il n'y a plus de respect parce qu'on est à courir après le chiffre. Sous M. Sarkozy, je rappelle que le commissariat de Pau avait marqué « Chaque agent doit faire 83 outrages agents dans l'année ». Qu'est-ce qu'on fait si on ne se fait pas insulter? On les provoque ou pas? Non mais voilà, on était arrivé à une rentabilité statistique. Et tous les politiques, depuis une vingtaine d'années maintenant, essayent d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Normalement, nous sommes un service public. Il y a des lois, on doit les faire appliquer. On n'a pas à nous dire vous faites ci, vous faites ça. C'est ce qui explique d'après vous, et vous nous dites là, le contrôle d'identité, effectivement, fait qu'on va cibler davantage certaines populations que d'autres? Ça, la suite logique, c'est-à-dire que si on a un chiffre d'étrangers en situation irrégulière à renvoyer au pays, statistiquement, on a plus de chances avec des gens de couleur qu'avec des gens de type caucasien. Donc, par rentabilité, ça va être comme ça. Tant qu'on aura des gouvernants qui nous font de la bâtonnite et de la politique du chiffre, ça ne marchera pas. Et après, il y a la deuxième chose, la ghettoisation. C'est-à-dire que les populations qui sont en difficulté sont toutes rassemblées au même endroit. L'éducation nationale est en faillite à cet endroit-là. L'assistance sociale, si vous regardez dans les beaux quartiers de Paris, quelle que soit la couleur de peau des gens, ils ne sont pas plus contrôlés ou moins.
Je pense que c'est un niveau de richesse sociale qui est aussi en cause. Le récépissé, pour vous, récépissé donc, de contrôle d'identité, vous en pensez quoi? Aujourd'hui, le gouvernement évacue la question en expliquant qu'en gros, ce serait sans doute attiser la colère et les difficultés. Alors ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait comme ils veulent le faire, effectivement, ça va être que problématisé. Par contre, on a pu voir... Parce qu'il y aura des contrôles. Après, comment on va faire pour savoir qui a été contrôlé? S'il y a une urgence, qu'est-ce qu'on doit donner la priorité? Donner un document administratif ou partir? Vous voulez dire que c'est une perte de temps? C'est pas une perte de temps, mais les policiers, aujourd'hui, on est en sous-effectif. Oui. On est appelé sur une mission, on nous dit il y a un braquage en cours. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner le récépissé ou partir sur le braquage? Comment la personne pourra vérifier la véracité s'il y a bien le braquage? Par contre, pour apaiser les choses, on pourrait dire il y a un récépissé. En échange, on demande à la population d'avoir sa pièce d'identité sur elle. Oui. C'est-à-dire un échange donnant-donnant. Et ce qui permet aussi d'apaiser les choses. Si on a sa pièce d'identité, le contrôle est réglé en 5 minutes. Il faudra que c'est une obligation légale. Oui, ceux qui ne l'avaient pas, c'était le cas par exemple d'Adama Traoré, et c'est ce qui explique... Ça explique je ne sais pas ce que ça explique, parce que Madame Traoré, je ne pourrais pas me prononcer dessus, c'est les gendarmes qui ont intervenu. Oui, non, tout à fait. Non, mais je suis pas en train. Alors, on va revenir sur le cas d'Adama Traoré. Voilà. C'est aussi, semble-t-il, une des raisons aujourd'hui qui explique la colère de cette jeunesse dans certaines villes. Adama Traoré, qui a donc fait l'objet d'une interpellation, qui n'avait, semble-t-il, pas sa carte d'identité sur lui, et c'est la raison qui est donnée pour expliquer sa fuite. Ensuite, effectivement, les conditions de son décès restent encore, à l'heure qu'il est, non résolues, disons. On va en parler dans un instant. Peut-être juste terminer sur cette question du récépissé. On va écouter la proposition que fait le gouvernement et je vous ferai réagir. On écoute Bruno Le Roux. Le déclenchement automatique qui va être celui prévu dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté va apporter un niveau de sécurité supplémentaire dans les contrôles d'identité et les interventions qui se passeront dans nos quartiers. Voilà, donc équiper les policiers de caméras piétons, un dispositif qui est déjà actuellement mis en place à titre expérimental. Il y a à peu près 2600 caméras qui vont équiper les policiers, qui vont se déclencher automatiquement lors de contrôles. Vous trouvez que c'est une mesure intéressante? Insuffisante. Oui. Parce qu'on nous fait des promesses sur les caméras piétons depuis 1 an ou 2 ans déjà. Pour le moment, on est toujours au milieu de nulle part. Et ensuite, je vais donner l'exemple, c'est que c'est très bien, mais il faudrait que ce soit tous les policiers qui soient équipés, parce qu'il y a 2600 caméras, mais en fait, il y en a 2000 pour la police, 600 pour la gendarmerie. Et ensuite, on a déjà le cas des tasers, où quand un policier tire avec un taser, une caméra se déclenche. Le problème, c'est qu'ils ont pris la plus mauvaise qualité, ce qui veut dire qu'on voit jamais rien et ça ne sert à rien. Donc maintenant, si on veut apaiser les choses, il faut donner de la qualité. Que des policiers s'équipent à l'heure actuelle de GoPro pour filmer leurs interventions, pour dire voilà comment ça se passe. Donc les policiers sont demandeurs. La population est demandeur. Tout le monde est demandeur. Maintenant, il faudrait que le gouvernement, déjà, arrête de dire des paroles et agisse. Pour le moment, on n'a jamais vu un acte. Et qu'ils prennent de la qualité pour que les images soient exploitables. Et pour les contrôles d'identité, si on a chacun sa pièce d'identité, ça permet de rallumer. Mais si on l'a pas, c'est les deux. Effectivement, dans les cas du délit de fuite. Il faudrait les deux. Il faudrait pas l'un ou l'autre, parce que sinon on va filmer des dérapages. La personne n'a pas sa pièce et finalement, on sera toujours en train de s'expliquer pourquoi il a agi comme ça, force légitime, pas légitime. Idéalement, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Les policiers n'ont pas envie d'intervenir violemment à la base. Louis-Georges Jotin, la caméra piéton, c'est une bonne alternative finalement au récépissé de contrôle de papier d'identité? Ce que nous avons dit aujourd'hui à M. Cazeneuve, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut un panel de solutions. Les récépissés sont utiles, les caméras aussi. Alors sur les caméras précisément... Mais la caméra peut a priori remplacer. Non, pas du tout. Qui peut le plus, peut le moins. Donc on peut penser qu'une caméra, parce que c'est par exemple, avec une caméra, vous n'aurez pas forcément la démonstration faite pour les personnes qu'elles ont été contrôlées 5 à 10 fois dans la semaine. Il n'y a pas l'idée de répétition. Vous voyez, ça, vous ne le verrez pas. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, il faut combiner un certain nombre d'outils et pas simplement dire l'un plutôt que l'autre. Donc, la caméra, c'est intéressant, mais effectivement, je suis d'accord, elle a élargi, mais pour l'instant, c'est même pas 1% des personnes des forces de l'ordre. Deuxième élément, est-ce que les images seront aussi accessibles aux victimes, supposées, qu'elles le seront aux policiers? Car s'il y a transparence d'un côté et pas de l'autre, ce n'est plus de la transparence. C'est des détails importants. Par exemple, que se passe-t-il si le policier oublie de déclencher sa caméra? Donc vous voyez, il y a des questions de modalités qui sont essentielles, mais nous sommes favorables effectivement à la caméra, mais on ne peut pas écarter, on ne peut pas faire de la caméra l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité dans les quartiers. Il faut cela, mais il faut d'autres choses. Et une chose par exemple simple que nous avons proposée plusieurs fois encore ce matin, et qui n'a pas été malheureusement reçue par le Premier ministre, c'est l'interdiction des techniques d'interpellation létale. Au Canada, en Suisse, par exemple, on a interdit le fameux pliage. Car beaucoup de jeunes de ces dernières années sont morts par asphyxie, c'est le cas d'Adama Traoré, avec des techniques d'interpellation qui ne sont pas musclées, elles sont mortelles. Oui, parce qu'il n'y avait pas de trace de violence sur le corps d'Adama Traoré. Sauf que quand on est étouffé,
c'est une violence. Oui. L'asphyxie est une violence. Oui. Et donc, je dis que cette mesure est simple, elle ne coûte pas d'argent, elle ne nécessite pas une loi, et je ne comprends pas pourquoi, à ce jour, M. Cazeneuve refuse de l'interdire, alors que d'autres pays l'ont interdit, le défenseur des droits l'a recommandé, et en plus, ça tue, en fait. C'est vraiment quelque chose qui tue. Donc, il faut vraiment supprimer ces techniques, il n'y a aucune raison de les maintenir. Voilà, parce que la dernière expertise s'agissant d'Adama Traoré en date du 3 février 2017 conclut que sa mort serait due à un syndrome asphyxique dont l'origine est à déterminer, mais apparemment, il n'y a pas de traces de violence sur le corps d'Adama Traoré. L'asphyxie est une violence, il y a des traces d'asphyxie. Donc c'est important de dire les choses. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de débat sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré. Du reste, les personnes au niveau du procureur qui avaient douté de manière un peu mensongère ont été écartées. Donc je crois que là, aujourd'hui, on a une vision très claire de qui évoquait une infection très grave, effectivement. Ça, c'est une thèse qui a été ensuite démentie par l'autopsie réalisée à la demande de la famille. Absolument. Jérémy Gauthier, on va filmer dorénavant toutes les interpellations, comme le font d'ailleurs souvent les jeunes autour avec des téléphones portables quand ils en ont l'occasion. Oui, c'est vrai que la police est de plus en plus placée sous le regard des caméras, et notamment on l'a vu à Aulnay-sous-Bois et dans d'autres occasions, il suffit de taper police sur YouTube et on peut assister à nombre d'interventions. Toutes les interventions ne seront pas filmées parce que les choses viennent d'être dites. Un dispositif technique comme celle des caméras a un certain nombre de limites et effectivement toutes les interventions ne seront pas filmées. En revanche, les choses qui viennent d'être évoquées, le récépissé, filmer les contrôles, interdire certaines pratiques, etc., c'est des choses qui sont maintenant, depuis de nombreuses années, proposées dans des rapports, documentées par des chiffres. Et ce qui marque quand même en France, en comparaison avec d'autres pays, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, pardon, peut-être aussi l'Allemagne, c'est sur ces questions spécifiques des contrôles d'identité et des questions de racisme au sein de la police, que ce soit entre collègues ou entre police et population, l'institution policière campe quand même sur une forme de déni. Il est extrêmement difficile de rentrer dans le débat sur ces questions spécifiques avec l'institution policière. Jean-Marie Villain. Sur les caméras, je pense qu'effectivement, ce n'est qu'un moyen supplémentaire. Il ne faut absolument pas considérer qu'on réglera tous les problèmes. Il suffit d'ailleurs, alors on parle effectivement pendant le contrôle, mais il faut savoir que les policiers sont quand même très régulièrement, copieusement insultés avant même un contrôle. Ils n'en viennent au contrôle qu'après un certain nombre d'insultes. Je voudrais quand même souligner la présence encore sur Viry-Châtillon de compagnies de CRS qui très régulièrement, et j'ai été témoin de ça, les paroles, c'est de l'ordre du poulet grillé quand on leur passe devant. Ouais. Donc vous savez qu'une fois c'est supportable, au bout de la 25e fois dans la journée, c'est certain que les policiers ont fort à faire dans ces conditions, et c'est particulièrement difficile pour eux. Donc de toute façon, ces caméras sont importantes, sont un outil supplémentaire, mais ne sont pas suffisantes, c'est certain. Par contre, ce qu'il faut impérativement ne pas oublier non plus, toutes les solutions qui peuvent être étudiées doivent l'être pleinement, mais ce qu'il faut aussi, c'est assurer pleinement la sécurité des policiers. Et Viry-Châtillon est un exemple quand même suffisamment éloquent pour ne pas oublier que c'est eux qui vont régulièrement prendre des risques pour 99,9% de la population française. Louis-Georges Jotin, vous êtes d'accord avec ça? Il faut prendre conscience de la vulnérabilité à la fois physique et psychologique dans laquelle se trouvent les policiers qui interviennent dans des zones parfois peu sûres. C'est vrai, mais nous sommes aujourd'hui dans une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que les uns insultent les autres y répondent, etc. Moi, je suis professeur. Si un élève m'insulte, je ne vais pas lui répondre de la même façon. Je dois me situer, bien sûr, au-dessus de cela. Et il y a des sanctions qui doivent s'appliquer. Donc nous disons qu'on ne saurait insulter la police impunément et que la police ne doit pas tabasser les personnes, mais les arrêter et les faire condamner en conséquence. Donc il faut appliquer le droit tel qu'il est, il n'y a pas de difficulté. Alors, une autre chose qui manque cruellement et que nous avons proposé et qui pourrait peut-être être mise en œuvre par le gouvernement dans les semaines qui viennent, M. Cazeneuve n'y est pas fermé, c'est d'instaurer des commissions mixtes, société civile, police. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'IGPN, donc la police des polices, qui est censée être au-dessus de tout et qui fait finalement, qui est juge et partie en réalité. Vous pensez que dans l'affaire spécifiquement de Théo, lorsqu'elle conclut qu'il n'y a pas eu viol, qu'il n'y a pas eu intention de pénétration en fait avec la matraque télescopique, vous jugez vous que là... complètement disqualifiée, je dirais même qu'elle a jeté de l'huile sur le feu.
car un peu partout, les gens étaient extrêmement en colère et ont dérapé pendant le week-end. Donc il est évident que cela n'existe pas, le viol accidentel. Et d'ailleurs, en droit, ce qui fait le viol, c'est le non-consentement de la victime. Ce n'est pas l'intention qui, en l'occurrence, est tout à fait évidente. Donc il faut, quand on commence à rentrer dans ce genre de débat, je crois qu'on se décrédibilise. En revanche, pour recrédibiliser la police et l'IGPN, dont nous avons besoin, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait qu'il y ait une meilleure coopération entre la société civile et l'IGPN. Lorsqu'il y a des cas de ce genre, eh bien que les enquêtes, disons, les investigations puissent être conduites avec des magistrats, des syndicalistes, des personnes des associations antiracistes, et le message de l'IGPN en serait renforcé. Alors c'est une chose que nous avons proposée, qui peut être déclinée sur tout le territoire, et là pour le coup c'est une piste de travail que nous avons mise en œuvre et que nous proposons à M. Cazeneuve. Alexandre Langlois, la légitimité aujourd'hui de l'IGPN est remise en cause ? En tant que policier, pour nous, l'IGPN n'a jamais été vraiment légitime. Parce qu'ils sont là pour faire plaisir aux politiques, condamner un policier quand il y a besoin de condamner, l'exempter quand il y a besoin de l'exempter. Et par contre, ce qui est amusant, c'est que la France, en 2001, a signé un code éthique de police européen. Et dans ce code éthique, il y a marqué « l'IGPN ne doit pas exister. Il doit y avoir un contrôle de la police par des citoyens, des magistrats, des policiers et des personnes de la société civile. » Et non pas une inspection interne à la police nationale. Et voilà, parce que ça empêche toute transparence, à la fois vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis aussi des collègues en interne, où la police a une machine à broyer, ce que je rappelle quand même que chez nous, on a un suicide par semaine, et que ça appuie la hiérarchie et les directives pour nous faire marcher tout droit, enfin nous faire filer droit à coup de trick. Donc c'est une machine destructrice pour l'image de la police et pour les collègues en interne. Et la France a ratifié un code qu'elle n'applique pas depuis maintenant 15 ans. Jean-Marie Villain, on est en pleine campagne, ça ne vous a pas échappé. Les candidats, eux également, bien sûr, prennent position. François Hollande, lui, n'est plus candidat, mais il s'est rendu au chevet de Théo. Il sera en déplacement à nouveau à Rennes, dans les quartiers concernés par la politique de la ville, avant de voir des policiers vendredi à Chartres pour un déplacement consacré à la sécurité. Que peut faire l'État dans les circonstances actuelles pour à la fois rétablir la sécurité dans les quartiers, éviter de nouvelles émeutes et éviter une exploitation, puisqu'on le sait, notamment le Front National fait circuler une pétition depuis aujourd'hui de soutien à la police. Alors bon, moi aussi je soutiens la police, je n'ai pas besoin d'appartenir au Front National pour soutenir la police, et nous avions plus de 700 personnes dans un gymnase mardi dernier pour apporter ce soutien aux policiers qui ont été agressés, qui n'étaient pas 2 mais 4, et dont un effectivement est toujours Oui, j'ai dit 2 étaient dans un état grave, mais ils étaient 4 à avoir été agressés. Au départ. Écoutez, vous me parliez de François Hollande qui était au chevet de Théo. Je voudrais profiter de l'occasion pour, moi, avoir une pensée pour Jean-Michel Gaudin, qui est un ami, qui travaille à l'Assemblée nationale, qui s'est particulièrement distingué en essayant de porter secours à 2 personnes âgées. Il travaillait à la buvette de l'Assemblée nationale, qui s'est fait agresser, qui a lui essayé de porter secours à 2 personnes âgées et qui s'est fait particulièrement violemment agressé. Il est encore dans le coma. Et donc, si vous me permettez d'avoir cette pensée pour lui ce soir. Indiquer que non, je pense que le premier des moyens, et on en parlait tout à l'heure, il faut surtout donner des moyens aux policiers. Il faut donner des effectifs aux policiers pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, qu'ils puissent le faire sans danger, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est en leur donnant les moyens, vous savez, il faut donner des moyens aux policiers, il faut donner des moyens aussi à l'éducation nationale pour qu'elle puisse continuer d'enseigner correctement. Il y a en tout cas des moyens, c'est pas forcément des postes, c'est surtout pouvoir permettre à tous ces professionnels, vous savez, il y a 3-4 professions qui sont en cruel manque de moyens, c'est les infirmiers, on en parle, les professions médicales, l'éducation nationale, mais c'est pas forcément une question de personnel, et puis la police, mais là par contre... Et la justice peut-être aussi, hein. La justice, mais on a quand même des lois qui existent en France. Il suffirait peut-être tout simplement de les faire respecter et puis de les utiliser au moment des condamnations. Vous savez, les policiers sont aussi très on a des prisons on a aussi des prisons qui sont en sureffectif. Oui, mais on a quand même aussi des policiers qui sont très en demande de ne pas continuer d'être obligés d'arrêter 10 fois la même personne dans les 15 jours. Et ça suppose de construire des places peut-être aussi. Un dernier mot peut-être, Jérémy Gauthier. On voit les candidats proposer un certain nombre de mesures. Alors on sait que sous ce gouvernement, il y a eu la garantie jeune qui permet aux personnes entre 18 et 25 ans d'obtenir une allocation qui équivaut au montant du RSA tout en bénéficiant d'un accompagnement pour trouver du travail. On a cette nouvelle idée de revenu universel que Benoît Hamon a lancée dans la campagne. Est-ce que ça c'est de nature d'après vous sur une génération à faire changer, évoluer durablement les mentalités et faire que les jeunes se sentent mieux quel que soit le quartier dans lequel ils vivent aujourd'hui en France, ou est-ce que ça va bien au-delà de ça ?
Je pense que n'importe quelle mesure qui est destinée à diminuer la précarité, la pauvreté, va dans le sens du bien-être. En revanche, un ensemble de mesures qui, à la fois symboliquement et concrètement, permettrait d'améliorer les relations au quotidien avec la police et d'éviter un certain nombre de situations violentes, contribuerait aussi grandement au bien-être de jeunes des quartiers, mais aussi des jeunes en dehors des quartiers et de l'ensemble de la population. Un dernier mot, Louis-Georges Autain. C'est le dialogue qui est important ou... Bien sûr, ce dialogue est important et nous proposons des mesures en ce sens, mais il y a un sujet dont on ne parle absolument pas et qui en même temps se passe aujourd'hui, c'est l'adoption de la loi, du projet de loi sécurité publique, qui vise à renforcer, à élargir le périmètre concernant la légitime défense. Plusieurs syndicats de police sont opposés à ce texte. On en a parlé puisque c'est suite notamment à ce qui s'était passé à Viry-Châtillon. Plusieurs syndicats de police sont opposés à ce texte, le défenseur des droits, des associations en général, les avocats, et je crains qu'on se retrouve dans une situation qui tende un peu vers ce qu'on voit aux États-Unis. C'est-à-dire que les policiers se sentiront finalement portés à tirer de manière peut-être un peu abusive. Du coup, les personnes poursuivies, qu'elles soient innocentes ou pas d'ailleurs, se diront je dois tirer le premier parce que c'est le premier qui tire qui a gagné, et ça sera finalement la loi de la jungle. Donc nous demandons vraiment que cette loi soit absolument suspendue dans certains de ces amendements en tout cas, car c'est une loi dangereuse et c'est une loi qui doit être absolument révisée. Elle a été faite un peu à la hâte, il faut bien dire les choses. On n'a pas le temps de redémarrer un débat, mais j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord. Sur la légitime défense, ça va être très rapide. C'est que la loi qui a été faite, c'est une occasion manquée. Avant, c'était flou. Maintenant, c'est toujours flou. C'est-à-dire qu'on a rajouté du flou sur du flou, et finalement, on ne sait toujours pas quand on va utiliser notre arme. Jean-Marie Villain. Je voudrais tout simplement qu'on ne fasse pas de procès d'intention aux policiers. Bon, voilà. Et bien, on va en rester là. C'est aux policiers, c'est au gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débat. L'actualité, toujours cette fois vue du net, c'est tout de suite, c'est un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Et on revient donc sur ces mouvements de violence dans certaines villes. On l'a vu notamment à Argenteuil la nuit dernière avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement aujourd'hui appelle au calme. Oui, Bernard Cazeneuve, qui a reçu aujourd'hui les associations qui luttent contre le racisme, a rappelé que si l'émotion était légitime, les violences, elles, étaient inacceptables. Condamnation aussi de la part de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui a joué la fermeté et qui a d'ailleurs répondu indirectement à François Fillon, qui était hier en déplacement à La Réunion. Car pour l'opposition, eh bien, le responsable est tout trouvé. C'est le gouvernement, François Fillon, qui a mis donc en cause la responsabilité du gouvernement. Autre candidat à la présidentielle, cette fois-ci Nicolas Dupont-Aignan, qui estime qu'il y a une anarchie rendue possible justement par un gouvernement inefficace. Lui qui a qualifié aussi de racaille les différents émeutiers. C'est aussi le terme utilisé sans surprise par Marine Le Pen, la présidente du Front nationale et candidate aussi à la présidentielle, qui a d'ailleurs, elle aussi, dénoncé un laxisme généralisé et même appelé sur Internet à une pétition en ligne pour soutenir les forces de l'ordre. Alors justement, ces termes de laxisme et de racaille sont pour Benoît Hamon, le candidat socialiste cette fois-ci à la présidentielle, et bien de l'huile sur le feu. Et ces violences, ce thème de la banlieue s'invite, vous le disiez tout à l'heure, dans la campagne présidentielle. Et justement, pour la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, eh bien, elle regrette non pas que ça s'y invite, mais que ça s'y invite que maintenant, et malheureusement parce qu'il y a des violences, car c'est vrai que ces phénomènes de violence et ce contexte ne sont malheureusement pas nouveaux. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont fait le parallèle avec l'affaire Ziad Ebouna et donc les émeutes de 2005, même si le parallèle est limité, ne serait-ce que concernant la durée, par exemple, puisque ça avait duré plus de 3 semaines. Et ce sociologue, par exemple, se penche sur les raisons et lui remonte même à 1990 avec les émeutes de Vaux-en-Velin. Alors, des raisons qui sont, selon lui, multiples, notamment la situation sociale dégradée dans certains quartiers, le fossé aussi qui se creuse entre les jeunes et les forces de l'ordre, et puis aussi plusieurs responsabilités politiques. D'abord, selon lui, il y a eu un tournant en 2002 avec la dérive sécuritaire, la tournure sécuritaire du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et puis une autre responsabilité, selon lui, la promesse non tenue de François Hollande, qui a donc renoncé au récépissé anti-contrôle au faciès, puisque vous l'évoquiez également tout à l'heure,
l'heure, dans un rapport indépendant, le défenseur des droits, Jacques Toubon, estime qu'une personne de couleur a en moyenne 20 fois plus de probabilité d'être contrôlée qu'une autre personne. Alors sans pour autant conduire à des amalgames ni à des généralisations, ces statistiques nous ont été rappelées un petit peu par Plantu des deux côtés. Il est possible qu'il soit gentil, il est possible qu'il soit gentil à la fois une personne de couleur et à la fois un policier. Autre dessin, cette fois-ci de Scalpa, qui lui voit en cette veille de Saint-Valentin les feux de l'amour entre les racailles, la petite Kaira, et les forces de l'ordre. Merci beaucoup Anthony, je crois que malheureusement on va devoir s'arrêter là. On remercie à nouveau nos invités d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, tout de suite un nouveau journal sur France 24.